Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour d'Espagne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée top flop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, des shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions. On essayera de le faire sur la Vuelta Femmes, mais là aujourd'hui, je savais pas qui allait abandonner, qui n'avait pas abandonné avec les classements, vu qu'il y a eu les chutes dans le final, ça va être un petit peu compliqué, mais demain, on essayera de faire une vidéo juste après l'arrivée, comme pour les garçons. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, en plus de mettre la petite cloche, eh bien vous pouvez faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. Voilà, les gens qui font un super thanks. On commence tout de suite avec cette Vuelta Femmes, une étape qui était plutôt calme. Déjà au niveau du parcours, c'est vrai qu'on était sur un parcours qui était plutôt plat, même il y avait une côte dans les 50 derniers kilomètres, et surtout on n'était pas hyper loin de la mer à chaque fois. Au final, le vent n'était pas très fort. La montée a provoqué une cassure, notamment on a eu l'élimination d'une des favorites, Charlotte Kohl, la concurrente de la DSM. Et puis après, dans le final, les 5 derniers kilomètres, il y avait des ronds-points et surtout un petit peu d'humidité du côté du sol, c'est-à-dire qu'il avait plu, mais pas énormément. Le sol n'était pas lavé par la pluie. Et on sait que dans ces régions, Valence, la Sicile également, du côté de l'Italie, eh bien, on a souvent des routes qui peuvent être très grasses quand il y a juste un petit peu de pluie et pas forcément bien nettoyées. En plus, c'est des coins où il n'a pas forcément énormément plu cet hiver. Et bien, on a eu deux chutes. La première à la sortie d'un rond-point au niveau du panneau des 3 derniers kilomètres, et puis le deuxième vraiment dans le rond-point, vraiment dans la deuxième partie du rond-point, hein, quand vous sortez dans cette phase-là. Et là aussi, une grosse chute qui nous a éliminé, notamment Anna Anderson, qui a abandonné la poisson pilote de Marianne Vos. Forcément, ça désorganise le peloton. Il y a Lena Eric, qui essaye de côté de la Novistar, qui va tenter sa chance, et puis elle se fait reprendre. On arrive dans le dernier kilomètre. La seule équipe qui va réussir à avoir un petit peu d'organisation, c'est l'AEF, qui va réussir à s'organiser correctement avec une Alexandre Jackson qui conclut le bon travail de sa formation sur cette journée et qui remporte sa première victoire d'étape sur le Tour d'Espagne, sa première victoire sur un grand tour après avoir remporté l'année dernière Paris-Roubaix. On regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! La première fille au top, bien entendu, c'est d'un vainqueur du jour, Alison Jackson, la concurrente canadienne, championne du Canada sur route. Et c'est vrai que je regardais un petit peu ses résultats là, sur l'année, depuis Paris-Roubaix l'année dernière, c'était pas exceptionnel. En termes de résultats, le début de saison, il y avait eu seulement une 10e place. Du côté de l'Espagne, déjà au Trofeo Felanich. Cesc Salines, ça c'était au mois de janvier. Sur l'UAE Tour, il y avait eu également une 11e place sur la première étape, mais c'était ces deux seuls résultats dans le top 20 d'une course. 2023, il y avait eu le Tour de Gatineau au mois de septembre comme résultat, le chrono féminin de la Gatineau également au Canada. Mais là aussi, ça avait été pas forcément facile à partir du moment où elle avait remporté son titre de championne du Canada. Le Tour de France n'avait pas été fantastique. Championnat du monde également un petit peu compliqué alors qu'elle avait fait un gros début de saison, notamment en remportant Paris-Roubaix Femmes, 4e également du Trophée Euro 2023. Et elle avait eu des bons résultats de podium sur les championnats panaméricains. Et en 2022, je regardais, oui, il y avait eu quand même le CIMAC Ladies Tour, le Tour de Scandinavie, elle avait remporté le classement du maillot vert sur cette épreuve. Elle avait fait également deuxième de la Drentse Art van Wettesveld.
Et c'est vrai que là, on se disait du côté de l'AEF, c'était pas simple. Alors, c'est vrai que c'est un changement de structure dans cette équipe qui a fait faillite. L'EF Education type Co. Donc, ce qui fait que c'est EF qui a racheté, on va dire, l'équipe, qui a repris l'équipe dans sa structure masculine, on va dire, en termes de moyens. Parce qu'avant, c'était deux structures différentes. EF sponsorisait deux équipes. Et là, elle a réussi à repartir cette formation. Et du côté de l'AEF, eh bien, c'est une belle victoire pour une équipe qui est invitée, qui n'est pas World Tour. Cette formation par rapport à l'année dernière, pardon. Et donc, ça doit lui faire pas mal de bien à Alison Jackson. C'est une fille qui est passée dans pas mal d'équipes, notamment la B-Pink. Elle est passée également chez Sunweb, c'est chez Div, également dans plusieurs formations. Et Alison Jackson, qui a des résultats plutôt sur le tard. Alors elle a commencé en 2015, donc elle a déjà commencé, elle avait 23... 88 à 2015, compliqué cette heure-là de la journée, mais elle était, oui, elle avait 27 ans à l'époque, un truc comme ça. Non, pas 27 ans, pardon, elle avait moins 3, si, 27, elle avait 27 ans. Donc c'est une fille qui est arrivée tard chez les professionnels, parce qu'elle en a 35 aujourd'hui, mais elle a commencé qu'en 2015. Alors c'est toujours compliqué, notamment en Amérique du Nord, parce que on a eu pas mal de filles qui étaient fortes en Amérique du Nord, sauf que pendant très longtemps, c'était des filles qui n'allaient pas dans les structures professionnelles européennes, qui se concentraient sur quelques objectifs sur l'année, qui sortaient assez rarement de leur pays. Même une Chloé Daiger, pendant très longtemps, restait dans son pays, dans les États-Unis, en Amérique du Nord, et n'allait pas forcément sur les courses européennes, parce qu'elles n'étaient pas dans des structures World Tour, elles étaient dans des équipes continentales américaines, où elle se formait, où elle faisait également des études, pas mal étaient universitaires également. Et ça fait que depuis quelques années, avec Corinne Riviera notamment, que les Américaines viennent du côté du continent européen pour faire des courses et pour aller aussi dans des structures peut-être un peu plus grosses que les structures américaines. Et Alison Jackson a suivi ce qu'a fait Corinne Riviera, ce qu'ont fait d'autres. Et ça lui réussit plutôt bien. Et puis là aujourd'hui, oui, elle était vraiment bien sur son sprint. J'ai eu un peu peur sur la fin parce qu'on voit qu'elle coinsouille, j'ai l'impression légèrement. Et je me suis dit, Blanca Vias et revient vraiment fort sur la deuxième partie. Mais voilà, très belle victoire du côté d'Alison Jackson. Et puis nouvelle victoire en World Tour, ça va lui faire du bien. Après sa victoire sur le Paris-Roubaix. Qui était une victoire où elle avait pris l'échappée matinale. Elle avait fait partie de cette grosse échappée qui n'avait jamais été reprise par le peloton. Elle avait déjà réussi à s'imposer au sprint devant 13 ou 14 filles ce jour-là. Eh bien, deuxième victoire du côté d'Alison Jackson en World Tour. Et 10e victoire en carrière. Alors oui, on en est loin des 205 ans de Marianne Vos, mais c'est déjà une très belle réussite du côté de cette fille, qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine pour le moment. Est-ce qu'elle continuera chez EF ou est-ce que d'autres formations voudront l'intégrer dans leurs équipes? Ça sera la grande question. Moi, j'ai l'impression qu'elle se plaît bien dans cette structure. Qui va peut-être avoir plus de moyens aussi dans les années à venir. Donc ça peut être intéressant parce que c'est vrai que EF avait recruté Zoé Bäckstedt par exemple, mais Zoé Bäckstedt était partie parce qu'il n'y avait pas assez de moyens, parce que l'équipe n'allait pas très bien. Donc c'est vrai que pas mal de filles étaient parties fin 2023 ou en cours de saison 2023. Alison Jackson, elle avait décidé de rester, donc ça s'est bien passé. Et puis c'était marrant de voir ça jouer à l'arrivée, parce que c'est vrai qu'on a des concurrents qui parfois sont beaucoup plus réservés, ou des concurrentes qui sont beaucoup plus réservées. Elle n'a pas hésité à partager ça avec ses équipières, ce qui n'est pas le cas de tous les leaders. Donc voilà, c'est bien ce qu'a fait Alison Jackson aujourd'hui.
Deuxième coureuse top, eh bien, la nouvelle leader du général, Blanca Vas, 22 ans Blanca Vas, fille assez prometteuse qui a commencé à la Dolticini, qui est partie de la Dolticini pour aller chez SD Works quand du côté de la Dolticini, il y a eu pas mal d'informations qui avaient été révélées sur le mauvais comportement du patron de l'équipe, parce que je rappelle que du côté de la Dolticini, c'était il y avait une Française qui était dans cette équipe. C'était pas Victoire Berthaud qui a aussi été dans cette structure, mais c'était je vais pas retrouver son nom tout de suite parce qu'elle est peut-être partie c'est Marion Sicot, voilà, qui était dans cette structure et qui avait parlé des mauvais traitements, des mauvaises intentions qu'avaient eu les managers de cette structure qui n'existe plus depuis 2021. Voilà, le fameux Marc Braque, voilà, qui était le responsable de cette équipe et qui avait un comportement absolument catastrophique avec certaines femmes. Leur demander notamment des photos en soutien-gorge. Et l'UCI a mis beaucoup trop de temps pour intervenir dans cette affaire. Donc du côté de Blanca Vas, on sait que c'est une fille qui a beaucoup de talent. Si elle est à la SD Works, c'est que c'est pas anodin. C'est qu'il y a, voilà, on sait qu'elle est capable de faire pas mal de choses. C'est une fille qui a fini 4e des championnats du monde en 2021. Mais on avait l'impression un petit peu qu'elle plafonnait, voire qu'elle régressait légèrement en termes, je dirais pas de résultats, mais on sentait pas une grosse évolution dans ses performances, alors qu'on le sait que c'est une fille qui a les qualités pour faire des bonnes choses, surtout qu'elle était 4e des championnats du monde à Anvers. À l'époque, elle avait 19. Ouais, 20 ans à peine, donc c'était super jeune à ce moment-là. Et c'est une fille qui aujourd'hui va aller en cours d'année sur ses 23 ans, donc c'est vrai qu'on commence à attendre des résultats pour voir vraiment ce que ça peut donner. Certes, elle avait remporté des titres de championne de Hongrie, mais bon, le titre de championne de Hongrie n'est pas forcément excellent. Alors l'année dernière, elle avait remporté une étape du Tour de Suisse, une étape également du Tour d'Italie. Et donc là aujourd'hui, en tête du classement en général, elle avait remporté l'étape de Sassari l'année dernière sur le Giro devant Chloé Daigert au sprint et Lippert et Persico. C'était plutôt une arrivée en costaud sur cette course-là. Et donc là, elle poursuit avec aussi donc, cette victoire sur le Tour de Suisse, qui était sur la première étape, une étape qui était très courte, de seulement 56 km, où elle avait battu Arleni, Sierra et Gasparini et Vollering, ce qui n'est pas anodin aussi, du côté de Blanca Vas. Et c'est une fille sur laquelle on va peut-être essayer de compter un peu plus cette année, parce que voilà, c'est une fille qui est prometteuse, qui a eu aussi des résultats en cyclocross, notamment cette année, 2e à Haugaré 2, 5e à Benidorm, donc du côté de la Coupe du Monde. Voilà, on sait que c'est une fille qui fait pas mal de courses sur l'année, et là, début de saison, la Volta NXT Classic, elle avait pris la 5e place sur cette épreuve, et puis sur les classiques flandriennes, elle avait eu surtout un rôle d'équipière sur les Flandriennes et les Ardennaises, et donc là c'est seulement son 7e jour de course de la saison, donc elle arrive avec pas mal de fraîcheur. L'année dernière elle avait couru que 30 jours, elle avait déjà fait la Vuelta féminine et elle avait pris 3 top 5 l'année dernière, donc c'est une course qui lui réussit plutôt bien. Là elle a bien joué le coup avec les bonifications, parce qu'il fallait jouer aujourd'hui, et elle a pris 8 secondes de bonification, ce qui lui permet de prendre la tête du général, parce que c'était assez serré derrière Gaia Realini. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Demain, je pense qu'elle passera Blanca Vas. Elle pourrait peut-être même jouer la victoire. C'est vrai que ça fait partie des profils, vu le final un petit peu technique et difficile, qui peut avoir un bon résultat. Et puis on espère que là il y aura des grands résultats pour elle sur les classiques, peut-être du mois d'août, notamment la Bretagne classique. Ça peut être une course qui peut lui convenir. Les championnats du monde aussi, ça peut lui convenir. Ce seront des objectifs pour Blanca Vas
Et puis on espère surtout que son contrat sera renouvelé parce qu'elle aussi est en fin de contrat en cette année 2024. Après, chez les filles, il y a beaucoup de filles qui ont des contrats que sur un an ou 2 ans, qui ont des contrats assez courts. C'est vrai qu'on n'a pas encore des contrats forcément longue durée. Neviadoma, elle aussi c'était bien joué. Katarzyna Neviadoma, on voit qu'elle est en confiance quand même, hein, parce que tenter de jouer le sprint, Neviadoma il y a quelques années elle l'aurait pas fait, elle aurait laissé la course à d'autres jeunes filles. Et à 4e place, ça a failli le faire pour les bonifs, c'est pas passé loin. Déjà 4e hier sur le contre-la-montre par équipe, mais quand on voit ses résultats depuis le début de saison, Neviadoma, c'est assez exceptionnel et on voit qu'elle est en confiance et donc il faudra faire attention à elle sur cette Vuelta parce que Vollering on ne sait pas trop où elle en est. Donc on sait que elle, je rappelle, elle a remporté la Flèche Wallonne dans des conditions difficiles. 2e du Tour des Flandres, 4e d'Estrade, 7e du Omloop et Nieuwsblad. Alors c'est pas la fille qui gagne le plus. Encore une fois, seulement 19 victoires, on va dire, à son palmarès, mais elle fait un début de saison en 2024 vraiment impressionnant. Et puis on sait qu'une Neviadoma, c'est toujours une fille dangereuse en montagne. Pour moi, c'est presque là où elle est capable de faire des sacrés numéros. On se souvient l'année dernière du côté du Tourmalet, où elle était partie extrêmement loin de l'arrivée sur l'étape de la Mezan. Et elle avait quand même réussi à finir 2e derrière Vollering alors qu'elle était partie à 40 bornes de l'arrivée et qu'elle avait, à un moment on se disait est-ce qu'elle va aller chercher la victoire en partant de loin. Donc ça avait été très très impressionnant ce jour-là. Et sur les courses par étapes, pour moi c'est là où elle a les meilleures qualités pour aller jouer des grands classements du côté du général, encore peut-être plus que sur les classiques parce que là son déficit de vitesse est un petit peu moins problématique. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On regarde les bonnets d'âne. On commence avec Marianne Vos. Ouais, elle n'a pas du tout participé au sprint. Je me disais quand il y a eu un moment un coup de frein vers 1 km de l'arrivée où personne n'arrivait vraiment à prendre en main le rythme du peloton avant que la coéquipière d'Alison Jackson mette vraiment en rythme. Tout le monde se regardait un petit peu en se disant qui est encore là, qui a réussi à éviter les chutes. Est-ce que Charlotte Cole a réussi à rentrer? Parce que chez DSM, je pense que c'était la grande question. Bon, elle est rentrée, mais un peu tard. Tout le monde se posait un petit peu la question. C'est vrai que Marianne Vos aujourd'hui, sans Charlotte Cole, c'était quand même la favorite de cette étape. Dommage, Anne Andersen tombe. C'est une chute, pas de chance, mais elle n'a pas réussi à se remettre dans le rythme. Et puis, quand même, du côté de la Visma Lease the Bike, à 3 km de l'arrivée, 3 km et demi, on pouvait essayer de mettre en route, ce qui n'a jamais été le cas pour cette formation, qui n'a jamais été véritablement en tête de peloton. On a eu l'impression qu'on voulait on voulait que les autres équipes travaillent. Sauf que la chute, elle est arrivée aussi parce que peut-être que ça serait pas arrivé si tu as été en première position du peloton et que tu avais pu passer par le rond-point, par le côté sur lequel tu souhaitais. C'est peut-être là aussi où a été l'erreur, c'est de ne pas vouloir déclencher la course. Quand tu vois une chute, tu te dis faut peut-être accélérer. Alors entre les deux chutes, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a 400 mètres. Mais il aurait peut-être fallu déclencher sur ces 10 secondes, 10-15 secondes entre les deux chutes. Il aurait peut-être fallu un petit peu déclencher. Ce qui fait qu'on attend. En plus, elle perd Anna Andersen. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Marianne Vos, parce que c'est une fille qui est importante. Demain, il y aura encore une possibilité pour Marianne Vos, mais il n'y en a pas 150 des possibilités pour les profils sprinteuses sur cette Volta. C'est, je pense, pour ça que Vibus n'est pas venu. Donc il ne faudra pas se rater pour Marianne Vos demain. Surtout, je pense que ça sera encore compliqué pour Charlotte Cole. La deuxième flotte, Charlotte Cole. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'était une vraie belle opportunité pour elle. En sachant que demain, le final est en bosse. Et après, il y a samedi, mais il faudra passer correctement les étapes de montagne. On sait que c'est pas la fille qui passe le mieux les bosses. Donc aujourd'hui, il fallait s'accrocher pour Charlotte Cole. Et c'est pas passé. C'est pas passé pour la néerlandaise. C'est dommage. Parce que c'est une fille qui a pas forcément eu cette saison
sur les courses que j'ai regardées, je crois qu'elle n'a pas eu des grands résultats, Charlotte Cole. Oui, elle n'a pas gagné depuis le début de saison, 9 jours de course. Alors, elle a des deux deuxièmes places sur la classique Bruges, Chelles des Prages également. Grand Prix de l'Escaut, 7ème du Samin, des dames aussi. Mais le vrai problème de Charlotte Cole, c'est pour les grands tours, c'est une fille qui passe par les bosses aujourd'hui. Et c'est un vrai problème dans ce qu'elle peut faire. C'est vraiment, faut qu'elle améliore ça. C'est sa capacité à passer des difficultés, à passer des petites bosses, parce qu'on sait que c'est une fille qui est très rapide au sprint, à part Vibes, je crois qu'il n'y a que Vibes qui peut la battre aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est pas forcément celle qui sait le mieux se placer, et puis elle n'arrive pas à passer les difficultés. Là aujourd'hui, la difficulté n'était pas insurmontable sur cette montée, et ça ne l'a pas fait pour Charlotte Cole. Et c'est quand même une fille qui est plus si jeune que ça, elle a 24 ans, mais ça fait déjà depuis 2020 qu'elle est en continentale et 2022 qu'elle est arrivée dans cette formation, parce qu'au départ elle était chez NXTG Racing, qui est devenue Edge Insurance, qui était déjà une belle structure, notamment avec Britt Knaven, la fille de Serveil. Knaven, qui a pris sa retraite. Ouais, elle n'a pas réussi à percer dans le monde du cyclisme professionnel sur route. 0 victoire, et elle a arrêté sa carrière à 23 ans. Ça, c'est le gros problème du cyclisme féminin aujourd'hui. Mais c'est vrai que Charlotte Cole, voilà, c'est un vrai domaine dans lequel elle doit progresser, c'est sa capacité à passer les bosses. Parce que on pourrait la comparer à Jacobsen, par exemple. Et dans le cyclisme féminin encore plus que chez les garçons, parce que depuis toujours, il faut savoir passer les bosses du côté des filles au sprint. C'est encore plus le cas maintenant aussi chez les garçons, parce qu'on voit que les deux Klein, Jacobsen, c'est quand même des profils qui dans les années à venir vont peut-être avoir un peu de mal. On voit que maintenant des coureurs sprinteurs doivent être en capacité d'atteindre des sprints malgré 1008-2000 mètres de dénivelé positif. Aujourd'hui, ça fait partie des impondérables, je dirais, du métier. Et chez les filles, c'est un peu pareil. Et c'est là où, du côté de Charlotte Cole, c'est un petit peu un problème. Et comme aujourd'hui, elle est quand même dominée par Vibus sur les sprints un petit peu plus classiques. Alors, ça va peut-être être moins le cas cette année parce que, comme Vibus a travaillé un peu ses capacités en boss, elle a peut-être perdu un petit peu en puissance. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce souci-là pour Charlotte Cole. Et ce qui fait qu'elle a une victoire sur la Vuelta l'année dernière, mais qu'elle n'a pas gagné sur le Giro et sur le Tour de France. Elle a fait 2 fois deuxième sur le Giro en 2022. Sur le Tour de France l'année dernière, elle avait pris une 2e place à Blagnac. C'est une fille qui n'a pas forcément eu des grands résultats. Et puis demain, elle ne passera pas. C'est surtout ça. Demain, elle ne passera pas. Samedi, faut que je vérifie du côté du parcours. Samedi, ça reste à Suganza. Ouais, ça monte quand même sur la fin. Oui, il y a une petite bosse, il y a 700 mètres à 6-7, donc est-ce qu'elle arrivera à produire un bon sprint? L'étape 6, non, c'est en montée. L'étape 5 à Jaca, c'est aussi en montée. Zaragoza, là, c'est faisable, parce qu'en plus, c'est une étape en descente, l'étape de Saragossa, donc de Saragosse, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités pour elle. Donc, il ne faudra pas qu'elle se plante sur l'étape numéro 4, donc l'étape de Saragosse, qui aura lieu le 1er mai, donc mercredi. C'est pas l'étape qui sera la plus passionnante pour un 1er mai. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez autre chose à faire mercredi, je pense que vous pouvez faire autre chose, parce que voilà, vous pouvez regarder seulement les 10 derniers kilomètres. Avant, ça sera pas très passionnant. Je termine avec Amber Crack. Ouais, un peu déçu par Amber Crack aujourd'hui. Je m'attendais un petit peu mieux au sprint. Surtout qu'elle avait fait plutôt des belles performances cette saison. Ouais, 5e de Paris-Roubaix. C'était un sprint d'un petit comité, mais sur l'Amstel, elle a fait 8.
Donc là, je me disais peut-être que le top 5 est faisable pour Amber Crack. Elle est plutôt bien placée à 500-600 mètres. J'ai l'impression qu'elle se prend une petite vague. Il y a des filles qui arrivent à lui passer devant, à prendre les meilleures roues. Parce que j'ai l'impression qu'elle était plutôt bien. Et c'est là où elle se retrouve ensuite en difficulté pour 9ème. Voilà, un petit peu dommage pour Amber Crack, mais on sait qu'on vient quand même plus pour Evita Music sur cette semaine de compétition. Il n'y avait pas Grace Brown également sur le sprint. J'ai pas vu où était Grace Brown du côté de la FDJ Suez. 25ème, ouais. Non, elle aurait pu aussi, Grace Brown, qui a pris 2 secondes de bonification aujourd'hui. Donc, ouais. Non, on a misé sur Amber Crack, c'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à faire un très bon sprint aujourd'hui. En sachant que, quand même, bonne chance, une bonne chose, Evita Music n'a pas été impliquée dans les chutes, elle finit 21ème, Grace Brown aussi 25ème. Et Marta Cavalli finit à 30 secondes, elle a évité les problèmes. Marta Cavalli, vous savez que c'est une fille aujourd'hui qui ne prend plus de risques, voilà, qui a du mal à frotter. Depuis sa chute sur le Tour de France, c'est vraiment compliqué pour Marta Cavalli dans ce genre d'arrivée technique. Puis c'est une fille qui n'a que 5 jours de course dans les pattes. Hein. Elle a encore eu une grosse pause à l'intersaison. C'est vrai que cette chute sur le Tour de France 2022 l'a mise vraiment en difficulté pour la suite de sa carrière, parce que les résultats sont quand même en retrait depuis 2 ans. Une fille qui est en fin de contrat à Marta Cavalli, donc il y aura peut-être une réflexion à avoir sur la suite de sa carrière pour savoir si elle reste ou qu'elle quitte cette formation FDJ Suez. Et ben on regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain. Le parcours de cette 3e journée de compétition, on part de Lucena pour aller à Teruel et ça va pas être une journée facile. 131 km avec une côte au programme, côte de 3e catégorie. Il y aura également une côte en début de journée qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne. On a l'impression comme ça que c'est une journée simple, journée sprint, sauf que le final, il y a 2 petites bosses qu'on ne voit pas vraiment là sur le parcours, mais qui vont avoir un impact, parce que c'est des petits repechos, comme on en trouve en Espagne, vraiment des petits murs là, et ils sont dans les 5 derniers kilomètres. Donc on voit ce début de journée, donc avec une côte de 4% de moyenne pendant 4 km 7 au bout de 10 km de course, ça permettra peut-être à une petite échappée de sortir, et puis à mi-journée, l'Alto Fuente de Rubielos, 5 km 9 à 6,3 de moyenne, qui devrait mettre en difficulté certaines sprinteuses. Ça sera au kilomètre 69, donc on sera encore à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Mais vous voyez qu'ensuite, on est quand même pas mal en prise sur les routes, sur les passages qui vont suivre. Ça va être mal plat pendant une bonne quarantaine de kilomètres. Notamment au niveau du sprint intermédiaire à Roma de Rubielos. La Poulet Balade et le Valverde, on sera en plus sur un plateau aux alentours de 1000-1100 mètres, peut-être même 1200 mètres en termes d'altitude, donc certaines filles vont peut-être avoir du mal à réagir avec ça. Et puis le final, alors là on a l'impression que c'est tout plat, le final vers Teruel, qu'on est en descente, que ce n'est pas très compliqué, sauf que si on regarde plus dans le détail, eh bien le final, il n'est pas si facile. Vous voyez déjà donc un faux plat qui va nous emmener de 4 km à 2 km 300 de l'arrivée. Ensuite, une descente. À 1 km et demi, on a une première bosse qui nous emmène à la Flamme Rouge. Descente au niveau de la Flamme Rouge pour avoir de nouveau une bosse à l'arrivée. Donc, c'est pas tout plat. Et ça veut dire que certaines sprinteuses auront du mal peut-être à passer. On pourrait voir une Longo Borghini, on pourrait surtout voir une Marianne Vos dans un sprint comme ça en faux plat montant, même si aujourd'hui elle s'est un petit peu plantée et qu'elle a pu son poisson pilote, mais on espère que ça ira mieux du côté de Marianne Vos sur cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!